Bon, c'est Monsieur Demoule et Jean-Sébastien c'était hier, donc c'est peut-être plus long. Puis on va parler des dragons, donc... Tout le monde est bien placé. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Bonjour ou rebonjour pour les habitués qui étaient déjà là ce matin à 11h sur cette série peu connue qui s'appelle Game of Thrones, Jeu de Trône, oui, le Trône de Fer, voilà. Et donc, ce matin, pour ceux qui étaient là, c'était le point de vue d'un archéologue. Et cet après-midi, il y a encore une table ronde à 17h, ce sera le point de vue de la paléontologie. Jean-Sébastien Steyer, qui est chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, ayant par ailleurs coordonné le livre sur Game of Thrones. Je m'en ai tout. Merci Jean-Paul. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour vous parler des dragons cet après-midi dans effectivement cette série de romans et série télé adaptée en série télé donc de Games of Thrones. On attend tous avec impatience évidemment le préquel House of the Dragon. Merci à la garde de nuit d'être là. Donc en fait moi en tant que fan du Trône de Fer, fan ne voulant pas forcément dire spécialiste, je me suis dit tiens ça serait intéressant de prolonger en fait le plaisir de la lecture et du visionnage en fait de la série aussi, en rappelant des collègues divers et variés qui avaient en partie déjà œuvré sur Tolkien. On a en fait dirigé il y a quelques années un collectif Tolkien et les sciences dans la même maison d'édition en fait. Alors pour Tolkien on était 40, enfin à peu près 40 auteurs, donc en tant que directeur d'ouvrage on s'est partagé en fait le sommaire à 3 personnes. Roland Lehoucq, l'astrophysicien, a géré en fait les textes plutôt sciences physiques. Loïc Mangin, journaliste scientifique à Pour la Science, a géré les textes plutôt sciences humaines et sociales, et moi je me suis occupé de tout ce qui est sciences naturelles. Donc Trône de Fer en fait et les sciences traitent évidemment en partie des dragons, puisque ce sont des personnages, ce sont des vrais personnages en fait dans la série, très importants, qui sont à la base en fait en partie de l'intrigue. Alors avec mon œil de paléontologue, finalement je me suis amusé donc à essayer de les identifier, de donner pourquoi pas aussi des noms de genre, des noms d'espèces. En fait j'ai fait comme si les dragons étaient vivants et si je trouvais des squelettes entre 2 strates, exactement comme je fais au boulot quoi. Alors le CNRS ne me paie pas pour faire ça, je précise quand même, mais c'est en partie écrit pendant les vacances en fait aussi. Voilà, donc les dragons. Alors ce qui est intéressant dans la série, c'est que les dragons, on les suit depuis leur éclosion. En fait, on a une vision du coup de la croissance des dragons jusqu'à, en ce qui concerne Balérion, la taille adulte. Et on peut faire aussi de la biologie du développement. Donc il y a plein de choses en fait intéressantes et sympas à raconter en termes de sciences sur les dragons, biologie du développement, paléontologie aussi, parce que au début en fait de cette saga, les dragons ont disparu. Enfin, on ne sait pas trop s'ils ont disparu, s'ils sont tous morts, ou on est dans le cadre d'une espèce un petit peu ce qu'on appelle nous cryptique, c'est-à-dire cachée, voire éteinte. Donc il y a dès d'entrée chez Martin, il y a une notion en fait un peu d'espèce disparue.
Et finalement, l'immensité du temps géologique et du temps paléontologique dans l'œuvre, dans ce monde-là, elle est présente. Elle est vraiment présente à plusieurs endroits. Pensez par exemple à la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Os, je crois, ou les eaux plutôt, qui correspondent en fait à des eaux d'explorateurs qui ont eu du mal à traverser cette chaîne de montagnes. C'est à peu près au niveau des Ssos, hein, pour les fans aussi que vous êtes du Trône de Fer. Donc il y a plein de petits clins d'œil glissés par Martine en fait sur les ossements antiques, sur la paléontologie. Pensez à Sotorios aussi, le continent sud, qu'on ne voit pas hein, dans la série télé, et qui est à peine en fait décrit dans la série romanesque comme un continent un peu sud, perdu, dangereux, avec une jungle verte, infernale, des espèces presque de dinosaures, des serpents géants, des trucs un peu chelous en ce qui concerne en fait le bestiaire. Et les navigateurs en fait du monde, très complexe encore une fois hein, de Martine, s'y aventurent pas trop. Enfin, il y a des expéditions qui sont parties dans l'histoire de la saga et qui sont jamais revenues. Il y a des maladies, donc c'est un petit peu le Jurassique finalement aussi en termes de climat, en termes de bestiaire, et voilà encore un clin d'œil en fait à la paléontologie par Martine. Pensez aussi à comment il s'appelle, un ancien de la garde de nuit qui est passé du côté de l'autre côté du mur, Mance Rider, merci. Bon bah lui il organise des fouilles carrément pour déterrer, chercher en fait un corps qui est capable de réveiller en fait les géants au-delà du mur, si je me souviens bien. Vous me corrigez hein, si je dis trop de bêtises sur l'œuvre en question. Donc en fait le but c'est ça, c'est de partir d'un corpus qu'on aime bien, en fait, qui est hyper construit, avec sa avec ses climats, avec ses espèces disparues, avec ses conflits bien sûr historiques ou presque historiques, et de regrouper en fait des collègues. Proto-historien, il y a même un psy qui nous décrit certains cas un peu complexes au niveau psychiatrique comme les Bolton. Ouais, il y a du boulot, effectivement. Il y a aussi un climatologue, Dan Lunt, un climatologue anglais, qui a modélisé donc les continents Essos, Westeros, Sotorios principalement, et il a appliqué en fait son modèle scientifique climatique pour tester si effectivement winter is coming ou pas, et l'impact que ça peut avoir sur... Enfin voilà, en fait on s'est amusé vraiment à faire des sciences, et on espère aussi rendre en même temps les sciences amusantes. C'est aussi le but. C'est pas... Oui, il y a un linguiste, Frédéric Landragin, qui a travaillé sur le Dothraki, évidemment. Pierre Poveda est archéologue sous-marin. Il a travaillé en fait sur toutes les embarcations, de la simple barque sur Essos, en passant par les grands navires des Greyjoy qui traversent les océans, etc. Donc on s'est vraiment régalé à contribuer à cet ouvrage-là. Et bien les dragons, oui. Donc on les suit, pour revenir aux dragons, on les suit en fait du stade œuf hein, jusqu'au stade adulte, et on observe en fait une croissance hyper rapide. Hein, d'ailleurs, Dany le dit bien, Dany et les autres hein, qui observent des dragons remarquent en fait une croissance hyper rapide de la taille d'un chat à la taille d'un cheval. Enfin, il y a des comparaisons comme ça qui sont faites par les personnages, des comparaisons très visuelles qui permettent nous, lecteurs ou téléspectateurs entre guillemets, de tout de suite avoir comment dire, une image en fait de l'animal qui grandit, qui grossit. Et évidemment en termes de physique ou de mécanique des fluides, il y a des soucis chez les dragons parce qu'ils sont censés voler, mais des animaux. Alors dans la série en fait quand c'est Balérion je crois, quand Balérion est adulte, il a à peu près l'envergure d'un 747. Bon, ça fait une masse considérable.
Et vous savez qu'il y a une force qui permet aux avions qui pèsent des centaines de tonnes de voler, qui s'appelle la portance. Et cette portance-là, si je me souviens bien de mes cours de physique, elle est proportionnelle, entre autres, alors elle est proportionnelle à la masse, mais elle est aussi proportionnelle au carré de la vitesse. Et puis il y a d'autres coefficients, comme le coefficient de viscosité du fluide. Donc ça veut dire en gros que pour voler, si vous êtes massif, il faut aller vite. Donc en fait, à la télé, on verrait même pas passer. Si on veut coller en fait ces formes de vie-là à la réalité, en tout cas physique, on les verrait même pas passer parce que ils doivent avoir une vitesse quasi supersonique pour voler, quoi. Ça veut dire que c'est pas vrai, hein? Non, c'est pas un documentaire en fait sur les dragons. Au passage, il y a un excellent documentaire, donc un faux documentaire sur les dragons qui existe, qui s'appelle le Musée des Dragons. Ça a été fait par le réalisateur Vincent Amourou, et il met en scène une sorte de paléontologue cryptique, justement, qui garde des ossements de dragons dans les sous-sols d'un muséum. Et puis à la fin, il raconte un petit peu toute la mythologie en fait qu'il y a dans différentes cultures d'ailleurs autour des dragons. Donc c'est un documentaire d'histoire aussi, d'anatomie comparée un petit peu, et c'est un petit peu le même traitement. C'est comme si les dragons existaient, et qu'est-ce qu'on peut en dire à la lumière des connaissances actuelles. Et sur le fait de cracher du feu. Oui, alors, il n'y a aucune espèce en fait réelle qui crache du feu dans la nature, ni actuelle ni passée. Enfin, on n'a pas trouvé de traces en tout cas d'espèces fossiles qui cracheraient des flammes. Au passage, les premiers ossements de dinosaures de type sauropodes, les sauropodes sont des genre Diplodocus par exemple, hein, des dinosaures avec un long cou et une longue queue. Quand ils étaient trouvés en Chine, il y a plusieurs siècles de cela, ils étaient considérés comme des dragons. Hein, c'était en fait interprété en fonction des connaissances et un peu des cosmogonies de l'époque. Le terme dinosaure n'existait pas encore, hein, il faut attendre le 19e pour voir apparaître dans la littérature scientifique le terme de dinosaure, Dainos et Zorus, hein, le lézard terrible. Et donc, les grands ossements, enfin les ossements de grands reptiles ou de grands mammifères en Europe, à la Renaissance, quand les naturalistes trouvaient des fossiles de rhinocéros laineux ou de mammouths dans les terrasses alluviales du Rhône ou du Rhin, du Rhys ou du Wurm, hein, pour citer en fait justement le nom des différentes étapes de glaciation, eh bien ils interprétaient ça comme des dragons en fait. Donc on voit que finalement l'imaginaire collectif il est vachement important et il peut même orienter finalement ou pas les études scientifiques. La différence c'est que chez nous le dragon c'est un animal désagréable, alors qu'en Chine c'est positif. Le dragon, l'année du dragon, etc. C'est un animal qui apporte, qui est positif, alors que chez nous au contraire c'est le cas de Game of Thrones aussi. Oui, tout à fait. En Asie, Chine comprise, effectivement le dragon il est déjà plus lié à l'élément eau, à l'eau en fait, éventuellement à l'air. Le dragon européen classique, c'est la bête du mal, c'est la bête des enfers qui est liée au feu, qui vit sous terre, etc., qui vole de temps en temps. Il y a des variantes hein, entre dragon, viverne, vouivre, on appelle ça des groupes frères quand on fait de la phylogénie, c'est-à-dire de l'étude de relations de parenté, pour de vrai. Et effectivement, non seulement le dragon asiatique est plutôt lié à l'eau, il présente même des écailles, il a une forme en général plus de serpent, avec des petites pattes, pas forcément 4, hein, on va en reparler éventuellement. Donc il a vraiment une tête différente, et puis il a une aura aussi effectivement différente d'après les anciennes tablettes qui racontent
la légende ou la vie en fait des dragons en Chine, eh bien c'est un animal en fait qui vit au-delà de la voûte céleste et qui vient sur Terre pour répandre le bien, pour répandre les richesses, éventuellement favoriser les récoltes aussi, un petit peu comme les Égyptiens divinisaient les crocodiles, parce que à chaque fois qu'ils revoyaient des crocodiles arriver au niveau du Nil, eh ben, c'était l'époque des moussons, et donc les cultures allaient donner en fait, c'était quoi comme culture des Égyptiens, des céréales, du millet, du blé, etc. Millet, du blé. Et donc par contre, selon cette espèce d'histoire asiatique, le dragon doit remonter. Une fois qu'il a fait le bien sur Terre, au niveau des humains, il doit remonter en fait au-delà de la voûte céleste, sinon il tombe pétrifié au sol. Et dans les mêmes temples, on va dire, dans les mêmes endroits en tout cas où ces textes anciens ont été écrits, on a trouvé des collections de fossiles, de sauropodes entre autres. Et donc c'est vrai qu'en Europe, c'est plutôt la bête des enfers qui crache du feu. Alors on pourrait, pour forcer le réalisme, imaginer un animal qui craque des dents avant de cracher en fait un gaz inflammable qui est peut-être dû à une digestion un peu compliquée. On peut penser à l'hydrogène, mais c'est assez explosif. On peut penser à l'hélium, qui pourrait aider aussi à voler. Et en ce qui concerne les dents qui craquent, en fait, quand vous faites du feu avec un silex, il vous faut effectivement un silex, mais c'est mieux d'avoir un morceau de silex et un morceau de malachite pour que votre étincelle soit lourde et dure plus longtemps. Hein. Donc on peut imaginer une denture en fait de cette bestiole-là, composée à la fois de dents à silex et de dents à base de malachite. Alors ça impliquerait en fait une physiologie très particulière, et d'ailleurs dans le monde de Martine, les dragons ont une denture très particulière. On va tester votre martinitude. Quelle est la différence entre les dragons qu'on voit à la télé, enfin dans la série télé, et en ce qui concerne la morphologie, hein, et les dragons qui sont décrits en fait dans les bouquins? Est-ce que vous... Oui. Alors, dans les deux cas, ce sont des tétrapodes. C'est intéressant comme remarque. On va y revenir plus tard parce que là, vous touchez du doigt la différence entre le dragon de Tolkien, on devrait dire, hein, je crois, et puis le dragon versus Martine. Et Martine est très, entre guillemets, strict. Hein, il a des interviews et il dit, moi, mes dragons, ils n'ont pas 4 pattes et 2 ailes. Parce qu'on ne connaît aucun reptile ou reptile-like avec 4 pattes et 2 ailes. Il y a d'autres animaux qui ont 6 membres, ce sont les insectes, hein, entre autres. D'ailleurs, c'est un groupe naturel qu'on appelle les hexapodes, hexa c'est 6, hein, qui regroupe les insectes, les colamboles et puis d'autres trucs qui vivent dans les sols, mais rien à voir avec les reptiles. Les reptiles sont des tétrapodes, donc c'est 4. Donc Martine le dit bien, il dit, moi ils ont une paire de pattes arrière, et les membres antérieurs, les bras si vous voulez, sont transformés en ailes. Comme les chauves-souris. Ou les oiseaux, ou les ptérosaures, les reptiles volants à l'époque des dinosaures. On ne dit pas dinosaures volants, on dit ptérosaures, on ne dit pas dinosaures marins. Hein. Au passage, on dit mosasaures ou ichthyosaures, enfin, ou reptiles marins tout simplement. Mais voilà, il y a un soin quand même réaliste, anatomique, apporté à Martine dans ce qu'on appelle le creature design, c'est-à-dire la conception en fait de ces monstres. Alors non, c'était pas tout à fait du coup cette différence-là entre l'œuvre écrite et l'adaptation télévisuelle. Moi je pensais en fait aux dents. Dans la série télé, les dents des dragons sont des dents classiques en fait. Or Martine décrit en fait ces dragons avec des dents quasiment de métal et de couleurs différentes. Alors avec des reflets métalliques, peut-être pas tout à fait de métal, mais avec des reflets métalliques, un peu comme
comme Alien, le monstre Alien d'un plasticien suisse, Hans Rudi Giger, avait non seulement une mâchoire extensible, mais aussi des dents métalliques, hein, c'est horrible, on est d'accord. Et il y a aussi une différence donc, dans la couleur des dents, qui correspond à la couleur des écailles. Ça, c'est bien visible en fait dans la série, hein, même au stade œuf, parce qu'il y a un œuf plutôt rougeâtre, un œuf plutôt noir, et puis un œuf plutôt verdâtre, je crois. La couleur des dragons dans les mythes est souvent associée à leur mode de vie. Les dragons verts dans les forêts, les dragons blancs dans les glaces, etc. Moi, ancien rôliste, en tout cas, je prenais soin de coller en fait un mode de vie à la couleur de mon dragon, quoi, dans AD&D, pour ceux qui connaissent évidemment ici. Et je pense que cet imaginaire-là, eh ben, a participé au fait aussi que je suis paléontologue aujourd'hui. Alors la paléontologie, c'est pas l'étude des dragons, on est d'accord, mais vous avez vu, enfin le lien historique est là, et puis cette espèce de monstrologie est intéressante. Enfin ça plaît beaucoup aux rôlistes ou à ceux qui jouent aussi aux jeux vidéo ou aux fans de littérature des mondes imaginaires, tout simplement. Les rôlistes, pour ceux qui ne connaissent pas, les rôlistes, ce sont les jeux de rôle. Alors moi j'avais commencé par AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, et puis de temps en temps je jouais un petit peu à Cthulhu. C'était dans les années 80, hein. Ça fait un certain temps maintenant. Et puis maintenant j'aime bien jouer à des RPG, pas forcément en ligne, mais en vidéo, quoi, en jeu vidéo. Je pense à Divinity, le 2, Original Sin est pas mal. On est vraiment dans le classique, quoi, de l'heroic fantasy, avec des dragons notamment, ou des trucs pas très catholiques en termes de créature design, qui sont intéressantes et que je m'amuse aussi à décrire, comme j'ai essayé de décrire les dragons dans Trône de Fer. Sinon, à part les dragons, dans ton chapitre sur la paléontologie, tu t'occupes aussi des différentes espèces humaines, avec différentes hypothèses que tu fais sur qui sont les enfants de la forêt, les marcheurs blancs, etc. Oui, je me suis amusé à en fait considérer toutes les espèces d'humanoïdes comme encore une fois, comme des espèces réelles, et j'ai fait ce qu'on appelle une phylogénie, donc une étude de relations de parenté, en extrayant de mes lectures des caractères anatomiques, présence, absence de poils, taille énorme, moyenne ou petite, oreilles pointues, présence, absence. En fait, la phylogénie, c'est quoi? C'est mieux comprendre les relations de parenté pour faire des scénarios sur l'évolution des espèces. Et pour ça, il faut coder ou crypter en fait la morphologie en caractères, comme je viens de le dire, hein, avec les oreilles ou la taille, etc. Et en fait, donc, on fait des tableaux comparatifs d'espèces et puis de caractères morphologiques. Et on code en fait la morphologie en 0, 1 ou 2, présence-absence, petite, moyenne ou grande en ce qui concerne des apophyses osseuses ou des trucs comme ça. Et donc on a un tableau de 0, de 1, de 2 qu'on envoie, ça s'appelle une matrice, taxon caractère, taxon sur les espèces, et on envoie ça dans des logiciels de parcimonie qui vont regrouper les espèces en fonction du nombre minimum de caractères dérivés. Donc en fait les caractères dérivés, ce sont des caractères que l'on suppose évoluer par rapport au groupe de comparaison. Je ne veux pas vous faire un cours de phylogénie, mais... Et donc j'ai appliqué cette méthode-là sur les marcheurs blancs, sur les humains entre guillemets classiques de l'œuvre, les enfants de la forêt, les géants, il y a les labyrinthiers, je crois, si je me souviens bien du terme, qu'on ne voit pas dans la série télé, mais qui sont décrits dans les romans et qui habitent une île, hein, je crois. C'est ça. Et qui sont capables aussi de s'hybrider avec des humains ou des géants, enfin je sais plus trop, donc j'ai tenu aussi compte de ces données-là pour rajouter ça dans ma matrice. Et puis voilà, il y a un arbre de relations de parenté qui correspond grosso modo
à certaines phrases aussi des maîtres, qui sont un peu les savants dans l'univers de Martine, les savants qui sont garants de disciplines, on va dire scientifiques. Il y a maître Louwin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est spécialiste de l'histoire de la magie, je crois. C'est ça? Il a étudié la magie. Voilà, il a étudié la magie. Il n'est pas trop branché magie en tant que superstitieux, hein, il le dit, mais il préfère aborder la magie du point de vue, on va dire, de la sociologie par exemple. Et puis il y a d'autres maîtres qui sont des sortes de savants tournés vers les étoiles, l'interprétation en fait de la voûte céleste, d'autres qui sont tournés vers la nature. Et donc on s'est mis en fait dans la peau de ces maîtres pour essayer de décrypter, de prolonger encore une fois le plaisir de la lecture, quoi. C'est un peu du fan book de science, et ça nous permet de diffuser les connaissances en fait en expliquant une phylogénie, en faisant des rapports aussi avec des événements historiques réels qui sont empruntés par Martine, grand fan, enfin grand connaisseur aussi de l'histoire médiévale européenne notamment, hein, mais pas que. Donc alors Martine, on l'a quand même contacté pour savoir s'il était d'accord que l'on fasse une sorte d'exégèse, enfin d'analyse de son œuvre. Et puis je crois que son agent a répondu à l'éditrice en disant oui, il n'y voit pas d'inconvénient. Donc en gros on avait un feu vert, donc on y est allé, quoi, avec grand plaisir. Et j'espère, enfin on espère un jour lui offrir. Je sais pas quand est-ce qu'il viendra en France, ça c'est la garde de nuit qui... Il vient pas souvent, il oui. est venu une fois en 2014 il est venu. Peut-être qu'un jour il viendra aux Imaginales, ça serait sympa, en guest star. Et voilà, donc on attend, c'est vrai qu'on attend House of the Dragon pour voir un petit peu le paroxysme de cette fin. Je pense, hein, je suis pas script ou scénariste de House of the Dragon malheureusement, mais je pense que la fin de cette préquelle culminera avec la danse des dragons, évidemment, qui correspond à la chute vraiment de l'espèce des dragons, enfin chute supposée parce qu'il resterait quelque part des œufs de dragon plus ou moins planqués qui sont ressortis en fait et offerts à la jeune Daenerys quand elle se marie. Donc là aussi on voit toute la subtilité un petit peu de cette espèce-là qui est disparue mais cachée et qui renaît aussi de ses cendres, c'est le cas de le dire finalement, un peu comme le phénix. On peut faire donc des comparaisons aussi entre les espèces imaginaires ou entre les mêmes espèces chez différents auteurs. Tolkien injecte aussi finalement de la paléontologie quelque part dans son œuvre, puisque Smaug, dans Bilbo, est le dernier représentant de son espèce. Les dragons étant un peu plus nordiques que dans Trône de Fer, quoique l'origine des dragons chez Martine reste très floue. On ne sait pas trop s'ils viennent du nord d'Essos ou de Sotorios, c'est pas super clair, si je me souviens bien. Et donc chez Tolkien, le dragon est hexapode. Alors ça ne veut pas dire que Tolkien était nul en bio, hein, d'ailleurs c'est pas le but. On essaie de respecter bien sûr l'œuvre quand on s'amuse avec pour faire des sciences. Tolkien avait une vision peut-être un peu plus tradie finalement des dragons reptiliens, toujours hein, plutôt reptiliens, en rajoutant une paire d'ailes en fait à quatre pattes, bien que il ait pu modifier aussi. Il faudra que je demande à Vincent Ferré que je vois demain. En fait il y a une table ronde demain sur Tolkien indémodable, notamment donc avec Vincent Ferré, le spécialiste français de Tolkien. Il faudra que je lui demande s'il y a eu une variation dans l'imaginaire de Tolkien anatomique du dragon, parce que il dessinait lui-même en fait pas mal de choses, y compris des couvertures ou en fonction des éditions de ses livres. Et sur une édition de Bilbo,
dans une édition de Bilbo plutôt, on voit Smaug avec 4 pattes et une paire d'ailes, donc classiquement hexapode. Et pour revenir aux espèces humaines, est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait eu un travail d'essai de cohérence ou qu'il avait simplement créé les différentes espèces par rapport à ses besoins ou à ses souhaits? Qu'est-ce que ça t'a appris justement de faire de la phylogénie? C'est une bonne question. Oui, il y a quand même une cohérence dans cet univers-là. Il y a des humanoïdes un peu partout sur ce que les fans appellent Planetos, le monde donc de Trône de Fer. Il y a une cohérence, il y a des mixités aussi. On parle de certains humains comme, je sais plus, qui sont peut-être liés aussi à des géants. Oui, il y a une cohérence, il y a une belle diversité d'humanoïdes, un petit peu comme il y avait sur Terre en même temps que les premiers sapiens aussi. Nous, aujourd'hui, Sapiens est la seule espèce du genre Homo, mais il y a quelques milliers d'années, il y avait plusieurs humanités sur Terre. Néandertal, évidemment, si on considère Néandertal comme une espèce à part entière, mais aussi les Denisoviens, l'homme de Florescensis en Indonésie, entre guillemets le Hobbit, qui est un petit bonhomme avec des pieds un peu plus grands que la moyenne chez nous en tout cas. Tolkien n'avait pas connaissance de la découverte de Florescensis, de cet homme préhistorique entre guillemets. Oui, c'est les journalistes qui l'ont appelé Hobbit. Il y a l'équivalent maintenant dans les Philippines, l'homme de Luçon, du Donensis, et puis il y a Homo naledi en Afrique du Sud, au moins, sachant que l'Afrique est gigantesque et qu'il y a des tas d'endroits où on ne peut pas mettre les pieds actuellement, il y a certainement encore d'autres espèces à découvrir. Donc on retrouve ça sur Planetos en fait, et c'est intéressant de voir en fait quelle espèce est la plus proche d'une autre en fait, et puis de voir aussi les différences. J'aime bien regarder les différences, du coup comparer en tout cas les supports, livres versus série. Les géants par exemple dans le roman ne ressemblent pas du tout en fait à ce qu'ils sont dans les films. Comment ? Les géants en fait sont très primatoïdes en fait dans les livres, alors que dans les films, ils sont costauds, mais en gros c'est des humains que l'on a étirés un peu verticalement, on a grossi les membres postérieurs, les jambes pour asseoir en fait une locomotion bipède avec une telle masse. On sent bien qu'ils sont, on s'y frotte pas trop quoi. Enfin, ils sont assez impressionnants ces géants-là. Ils sont très sympas. L'adaptation, moi j'aime bien. J'ai pas de problème avec l'adaptation. C'est l'adaptation d'ailleurs qui m'a fait lire Martin et pas l'inverse en fait, parce que j'en avais marre d'attendre en fait tous les mois l'épisode suivant. Donc j'ai commencé à dévorer les bouquins quoi. Donc voilà, oui, il y a une belle cohérence et des précisions qui sont apportées à ce monde-là que l'on s'est amusé à décortiquer, quoi. Mais pour revenir au dragon, en résumé, ça marche pas, quoi, globalement. Ça marche, si ça marche, mais ça vole pas, quoi. C'est embêtant parce que c'est comme ça que finit le Trône de Fer, sans vouloir spoiler. Ouais. Oui, mais c'est classique du dragon. Enfin, les dragons réels existent dans le sens reptilien. On pense tous aux dragons, aux varans de Komodo, qui sont taxés de dragons de Komodo, qui sont des varans. Donc il n'y a pas d'ailes, donc ils n'ont pas de problème de portance. Il y a aussi des petits lézards, je ne sais pas si vous connaissez le Draco volans, il y a plusieurs espèces en fait, c'est des petits lézards avec ce qu'on appelle un patagium entre les pattes avant et les pattes arrière. Je crois que ça vit en Indonésie. Alors c'est pas vraiment du vol battu de type chauve-souris ou ptérosaure,
C'est du vol plané, c'est du base jump. Le petit truc, il monte en fait au-dessus d'un arbre et puis il va sauter sur un autre tronc ou sur un petit insecte pour se nourrir, hein, et il va faire une sorte de chute contrôlée, quoi. Un peu comme certains serpents aussi rentrent le ventre, aplatissent latéralement en fait leur corps, et puis on a une augmentation de la portance et on parle de serpents volants. En fait, c'est des serpents planeurs. Et il y a plein d'espèces. Quand vous regardez en fait la biodiversité actuelle, il y a plein d'espèces qui développent le vol aussi bien planant ou plané que volant, avec un vol battu, j'entends. Pensez aux écureuils volants qui ont une espèce de peau entre les pattes avant et les pattes arrière, et ça fonctionne. Enfin, c'est un super beau vol, quoi. Et on retrouve un petit peu ce bricolage dans l'évolution des espèces qui, voilà, finalement, l'évolution, c'est quoi? C'est l'apparition de caractères nouveaux sans cesse, à chaque génération, hein, ce qui fait que vous êtes différent de vos parents, vous présentez des ressemblances, évidemment, mais aussi des différences, et puis, ces différences-là, eh bien, elles sont retenues ou pas par la sélection naturelle, et puis c'est l'évolution des espèces. Donc là, on voit que, finalement, le vol est apparu plusieurs fois au cours de l'évolution. Vol plané d'abord, hein, le plus ancien reptile qui a développé le vol, c'est pas un ptérosaure de l'époque des dinosaures, c'est encore avant. On est au Permien, donc à peu près à 260 millions d'années, et on avait des espèces de caméléons avec des membranes, des baguettes osseuses en fait au niveau des aisselles. Et puis ça volait d'arbre en arbre. Alors c'était du vol contrôlé, du vol voilà. Je vois que vous avez de très bonnes lectures, monsieur. C'est l'Urosaurus, c'est le premier reptile volant en fait, donc avant les ptérosaures. Et donc ouais, le problème des dragons, c'est surtout ça, quoi. Alors il y a le feu aussi, on peut éventuellement s'en sortir en imaginant ce qu'on racontait tout à l'heure avec les dents. Mais les contraintes physiques rattrapent un petit peu cette évolution au galop, quoi. C'est-à-dire que vous avez beau développer n'importe quel apparat, n'importe quelle plume, n'importe quelle aile, etc. La physique modèle aussi l'environnement, modèle quelque part l'évolution des espèces. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors c'est un petit peu à la mode en ce moment, mais Lamarck en a parlé bien avant nous, hein, de l'épigénétique finalement. Donc il y a la variation génétique qui forme de la nouveauté, retenue ou pas par la sélection naturelle, mais il y a aussi donc l'environnement qui a son mot à dire quelque part, hein. Si vous êtes aquatique, plutôt de type vertébré comme c'est votre cas évidemment, et prédateur, vous avez intérêt à développer en fait un aileron dorsal pour vous stabiliser et puis des organes propulseurs pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça qu'en fait quand vous regardez un dauphin, un reptile marin du temps des dinos, et puis un thon, donc un poisson accélérateur, en gros, c'est à peu près la même silhouette. Hein, on parle de convergence évolutive. Ça ne veut pas dire que Dieu existe, ça veut dire tout simplement que les contraintes physiques imposent leurs lois, quoi. Et c'est le cas de nos pauvres dragons, qui auraient quand même dans la réalité du mal à voler, mais qui pourraient peut-être limiter aussi leur masse. Parce que quand on regarde la constitution des organismes volants, aujourd'hui, les oiseaux ou les chauves-souris, le squelette, déjà, il est hyper léger. En fait, il est creux. Hein, quand vous mangez du poulet, vous cassez l'os, c'est creux, quoi. Donc, structure d'allègement du squelette. Il y a des fenêtres naturelles dans le crâne de partout, avant les orbites, derrière les orbites. On parle de fenêtres pré- ou post-orbitaires, etc. Et ça se voit souvent chez des formes volantes. Il y a les pectoraux qui sont super développés, chez les ptérosaures aussi, par développement du bréchet. Donc il y a une sorte d'excroissance ventrale qui soutient en fait des muscles extrêmement puissants pour le vol battu. Hein, donc il faudrait finalement imaginer des dragons beaucoup plus petits que ce que l'on voit dans Trône de Fer, avec des poitrails encore plus énormes. Ils ont déjà des beaux
des belles poitrines, hein, les dragons de Martine, mais il faudrait les imaginer encore plus balèzes, quoi, et avec un squelette hyper fragile du coup, qui pourrait peut-être être leur talon d'Achille. J'ai oublié, ils sont mâles ou femelles j'ai oublié. Alors c'est une question piège, c'est pas très sympa. Parce que justement c'est débattu. C'est débattu au sein des spécialistes, hein, de la garde de nuit notamment, mais c'est débattu au sein du corpus. Hein. Il y a des maîtres qui pensent qu'ils sont hermaphrodites, pardon. D'autres pensent qu'il y a les deux, mâles et femelles. Bon, c'est discuté, mais ça renforce un peu le côté mystérieux des bêtes, quoi. C'est intéressant. Et pendant qu'on te tient, pourquoi les dinosaures ont disparu, même s'ils n'ont pas vraiment disparu? Parce que c'est les petits oiseaux qui les ont continués. Oui, ils n'ont pas vraiment disparu, c'est vrai, puisque finalement les plumes sont quoi? Sont des écailles modifiées, hyper allongées, dichotomiques. Génétiquement, ça se passe comme ça. Hein. Vous prenez une écaille, vous l'allongez, en imaginant bien sûr, hein, vous l'étirez, vous la... comment dire, dichotomisé, et vous avez une plume. Et donc ta question c'était quoi? Pourquoi les dinosaures ont disparu? Oui, pourquoi les dinosaures non aviens, donc on dit maintenant, ont disparu. Alors on sait maintenant qu'il y a une chute, un impact météoritique il y a 66 millions d'années, hein, on a des traces. On a mis du temps à trouver le cratère parce qu'il était à moitié enseveli et recouvert aussi de sédiments. Et puis tout ça est au niveau du golfe du Mexique. Hein, on a détecté en fait cet objet, on appelle ça un cratère d'impact, par radiographie de la croûte terrestre. En fait, enfin radiographie entre guillemets, c'est des méthodes qu'on appelle de sismique réfraction, mais c'est quand même un beau petit cratère de 120 km de diamètre à peu près, et ça correspond à un bolide de 11 km. Hein. C'est grand comme Paris. Mais ça suffit apparemment à redistribuer complètement les cartes, quoi. Et puis surtout, l'impact a généré en fait des mégatonnes de poussière qui se sont réparties en fait rapidement dans la stratosphère. Dans la stratosphère, il n'y a quasiment que des mouvements horizontaux, et donc tout ça s'est dissipé et s'est concentré en fait un peu partout autour du globe et a bloqué en fait momentanément la photosynthèse. Donc les grands herbivores en ont pâti bien sûr, mais aussi beaucoup d'herbivores marins. On pense aux reptiles marins et tous les écosystèmes, enfin beaucoup d'écosystèmes en tout cas à l'époque ont morflé, quoi, à cause de cet impact-là. Ça c'est du côté du Mexique à l'époque. Alors le Mexique n'existait pas il y a 66 millions d'années évidemment, mais et puis de l'autre côté on a des espèces de coulées volcaniques énormes, tellement énormes qu'elles forment des sortes de marches d'escalier géantes dans le paysage, hein, ça s'appelle les traps. Traps, c'est scandinave, je crois, ça veut dire marche ou escalier, justement. Et ces volcans-là, on n'a plus les cratères en surface parce que l'érosion, depuis 66 millions d'années, a fait son œuvre. Hein. Mais il reste ces énormes coulées volcaniques qui correspondent à des méga-volcans qui ont craché leur lave et leur gaz et leurs cendres volcaniques. Hein. C'est la même histoire pendant des centaines de milliers d'années. Hein. Donc l'impact a commencé un peu à participer à la grande extinction, et puis le coup de grâce entre guillemets, ça a été ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire la mise en place de ces grands appareils éruptifs assez rapidement à l'échelle des temps géologiques. Un événement n'étant pas forcément lié à l'autre. Hein, certains géophysiciens pensaient que la météorite qui a frappé la Terre d'un côté, avec les ondes de choc, a généré en fait le point chaud au niveau du volcanisme, mais non. En fait, les deux événements n'ont pas de causalité, pour l'instant en tout cas. Et ces phénomènes d'extinction, eh bien, comme dans le trône de fer, en fait, ils sont récurrents au cours de l'évolution, au cours de l'histoire. On parle beaucoup, effectivement, de l'extinction des dinosaures, mais il y a 250 millions d'années, il y a eu une catastrophe
climatique aussi dévastatrice qui a rayé de la carte 90% des espèces. L'extinction des dinos, enfin, donc on met les oiseaux à part, c'est 66% de taux d'extinction, c'est déjà pas mal. À la fin du Permien, de l'ère primaire, donc le Paléozoïque, à moins de 150 millions d'années, c'est 90%. Donc la vie a failli disparaître, en fait, et les 10% restants se sont redéveloppés assez rapidement. En fait, les survivants qui ont eu un peu de chance se sont rediversifiés rapidement dans les niches écologiques laissées vacantes par ceux qui occupaient toute la place, quoi. Et actuellement, avec la 6e extinction des espèces que nous avons provoquées, on peut penser que ça sera quel pourcentage? Waouh. Alors là, aucune idée, en tout cas, elle est réelle, et quand les collègues écologues font des courbes en fait d'extinction d'espèces actuelles, les coefficients directeurs des courbes, donc les pentes, évoquent en fait ce qui s'est passé autrefois. Donc oui, on parle vraiment d'extinction. Alors, si on compte toutes ces extinctions, c'est pas la 6e, en fait, c'est la 7e, mais bon, peu importe le nombre, ce qui importe, c'est que nous sommes, sans, comment dire, faire le collapsologue non plus, mais l'humain est en partie, bien sûr, responsable de cette extinction-là, hein, déforestation, pollution des eaux, gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle participe bien sûr à ce que certains collègues appellent l'érosion de la biodiversité. J'aime pas trop ce terme parce que ça c'est un peu relativiste, je trouve. Érosion, extinction. Tout va bien, il y a certainement des questions. J'espère qu'il n'y a pas trop de déception du côté des dragons, parce qu'on n'a pas exclu totalement la possibilité. Oui. Bonjour, merci pour l'intervention. J'étais en train de penser à quelque chose quand vous avez parlé de la masse des dragons, la surface des ailes. Il me semble que pour voler, il y a un troisième paramètre, c'est la pression de l'air. Est-ce que l'auteur en a parlé dans ses livres? Et sinon, est-ce qu'on peut imaginer une pression suffisamment grande pour que ça puisse porter? Très bonne idée. Ouais. Martin n'en parle pas. Enfin, je pense pas qu'il en parle. Il parle bien sûr des conditions atmosphériques, un petit peu de la composition aussi, mais pas de la densité de l'air. Effectivement, plus l'air est dense, plus on peut imaginer des formes volantes massives. C'est ce que certains exobiologistes font aussi en termes de spéculation, évidemment. Mais voilà, le repérage en fait d'exoplanètes, déjà on est au balbutiement de l'observation d'exoplanètes. On commence à s'intéresser en fait au climat, par analyse de spectres, etc. Je pense à Franck Celsis à Bordeaux, qui est exobiologiste, branché exoplanète. Bon, bah lui, il rêve d'une planète avec une atmosphère très dense qui permettrait à des trucs géants de voler, quoi. C'est un fan de science-fiction aussi, donc. Mais oui, c'est une très bonne remarque, et Martine n'en parle pas. Donc il faudrait imaginer, en fait, une atmosphère surplanétos très, très dense. Ce qui implique aussi d'autres problèmes en termes de vie en surface, quoi. Une deuxième question. Bonjour. Je voudrais savoir quelle est la taille maximum sur Terre pour un être vivant pour voler. Parce que dans le passé, il y a eu des espèces assez grandes qu'on volait, comme le Quetzalcoatlus. Ouais. Et donc, est-ce qu'on a une idée de la taille maximum? Oui. Alors, en fait, le Quetzalcoatlus, donc c'est un ptérosaure du Crétacé, si je me souviens bien, donc un reptile volant. Qui volait donc par extension d'un seul doigt. Les chauves-souris, c'est 4 ou 5 doigts qui sont hyper étendus pour soutenir en fait une membrane. Chez les ptérosaures, c'est un autre bricolage évolutif, c'est un seul doigt. Et ça fonctionne très bien puisque le groupe est connu par des milliers d'espèces, du Trias jusqu'au Crétacé. Et il y a cette espèce-là, enfin ce genre-là, Quetzalcoatlus, envergure estimée. Alors le squelette n'est pas connu complètement, mais on est à 11-12 mètres d'envergure. Donc c'est assez balèze, c'est le plus grand objet vivant que la Terre n'ait jamais connu en termes de vol. Après, chez les oiseaux, vous avez Argentadis. Je ne
je crois, qui était une sorte de proto-condor qui vivait il y a quelques millions d'années du côté des Andes, qui fait, je crois, c'est 6 mètres quand même. Donc c'est encore plus grand que les grands condors actuels ou les albatros. En termes d'envergure, je crois que c'est l'albatros qui bat le record. Plus que le condor. Plus que le condor. Et puis chez les insectes, il y a des trucs sympas aussi. Au Carbonifère, il y a 300 millions d'années, il y avait des libellules géantes de 70 cm d'envergure. Alors, on revient à la bonne question d'avant. En fait, au Carbonifère, le taux d'oxygène était hyper élevé. Je crois près de 60%, si je me souviens bien de mes cours de géologie. Et le taux d'oxygène aurait permis, en fait, l'apparition d'insectes géants. Parce que si vous êtes un insecte, vous ne respirez pas avec des poumons, vous avez des trous, en fait, dans le corps, pour oxygéner directement les organes. Si vous êtes gros, la distance entre la surface du corps et la profondeur de l'organe est grande. Donc il vous faut une pression d'O2 assez forte pour pouvoir vivre. Donc le taux d'oxygène aurait favorisé en fait le développement de formes volantes géantes. On peut peut-être suggérer ça à Martine. Et une dernière. Une spécialiste. Merci. Merci pour l'intervention. Alors, dans le livre de Georges Martin, les dragons crachent des flammes qui sont colorées. Elles ne sont pas toutes de la même couleur, contrairement à la série. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'expliquer par la paléontologie, ou est-ce que là, vraiment, il a fait jouer son amour du kitsch, en fait? Ça impliquerait en fait de la combustion. Il y a une méthode en fait en chimie qui s'appelle l'analyse par flamme, qui permet d'étudier par combustion en fait la présence de molécules ou de potassium, strontium, etc. Donc ça impliquerait en fait une physiologie encore plus particulière, parce que je crois que le rouge, c'est ce qu'on voit dans les feux d'artifice. En fait, ce sont des minerais ou des éléments chimiques qui font les couleurs. Le strontium, je crois que c'est blanc ou rouge. Le cuivre, c'est plutôt vert. Le fer aussi peut être rouge s'il est oxydé, etc. Donc, il faudrait imaginer une respiration un peu alambiquée, c'est le cas de le dire, ou une physiologie pour chaque individu, en fait, de la même espèce. Donc là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça tombe bien, j'en ai plus beaucoup. Mais il faudra lui dire alors que si c'est pas sérieux, c'est pas très sérieux quand même. Bien, il va falloir nous séparer dans la douleur, c'est très triste, mais merci d'être venu néanmoins, et j'espère que vous n'êtes pas trop triste.